Plongez avec moi, au cœur d'une Europe ancienne, bien avant que Rome ne devienne un empire. Imaginez de vastes forêts, des collines brumeuses, des terres que nous appelons aujourd'hui la France, l'Allemagne, les îles britanniques. Dans ce monde, vivaient des peuples que l'histoire a souvent caricaturés, réduits à de simples barbares hirsutes, les Celtes. Mais que savons-nous vraiment d'eux? Les manuels scolaires nous ont laissé l'image de guerriers indisciplinés, vivant dans des huttes de paille, facilement balayées par les légions romaines. Pourtant, depuis quelques décennies, l'archéologie, la génétique et les nouvelles technologies nous racontent une toute autre histoire. Une histoire fascinante, celle d'une civilisation brillante, complexe et à bien des égards, en avance sur son temps. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ces clichés et révéler le vrai visage des Celtes, ces maîtres oubliés du fer et de la lumière. Bienvenue dans notre premier épisode. Commençons par balayer l'idée reçue la plus tenace, celle du village gaulois primitif. Quand on pense ville celte, on imagine souvent un petit hameau désorganisé. La réalité est à des années-lumière de cette caricature. Prenons l'exemple de Bibracte, perché sur le mont Beuvray, en Bourgogne. Ce n'était pas un village, mais un oppidum, une véritable cité fortifiée de près de 200 hectares. Jules César lui-même en parle dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Les fouilles archéologiques y ont révélé un urbanisme sophistiqué. On y trouve des quartiers spécialisés, un quartier pour les artisans du métal, un autre pour les potiers, des zones résidentielles et des espaces publics. Les rues n'étaient pas de simples chemins de terre. Certaines étaient pavées, organisées selon un plan quadrillé. Plus incroyable encore, les archéologues ont découvert des systèmes de canalisation. Oui, vous avez bien entendu, un système d'eau courante, des fontaines publiques et même des égouts, des siècles avant que les Romains ne généralisent ces infrastructures en Gaule. Bibracte était une métropole animée, un carrefour commercial où l'on a retrouvé des monnaies frappées sur place, mais aussi des amphores venus d'Italie et des objets de luxe comme de la verrerie importée de Méditerranée. Loin d'être isolés, les Celtes étaient connectés à un vaste réseau d'échanges qui s'étendait à travers toute l'Europe. Bibracte n'est pas un cas unique. Des sites similaires ont été découverts de l'Allemagne à l'Angleterre, témoignant d'une société organisée et prospère. Cette prospérité reposait sur une maîtrise technique exceptionnelle, notamment celle du fer. Les Celtes n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient les meilleurs forgerons de leur temps. Leurs épées étaient réputées pour leur flexibilité et leur solidité, un secret de fabrication qui laissait les Romains admiratifs. Ils maîtrisaient des techniques complexes, comme la damasquinage, qui consiste à souder ensemble différentes barres de fer et d'acier pour créer une lame à la fois dure et souple. Mais leur génie ne s'arrêtait pas aux armes. Ils produisaient des outils agricoles révolutionnaires. La première charrue à versoir capable de retourner les sols lourds du nord de l'Europe, des faux plus efficaces, des serpes. Ces innovations ont permis une véritable révolution agricole, augmentant les rendements et permettant de nourrir des populations plus importantes. Ce sont ces ingénieurs du fer qui ont littéralement façonné le paysage européen et préparé le terrain pour l'expansion démographique future. Leurs créations n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles étaient aussi d'une beauté époustouflante. Pensez aux torques, ces colliers rigides emblématiques, souvent en or, décorés de motifs complexes et abstraits. Pensez au chaudron de Gundestrup, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie en argent qui dépeint des scènes mythologiques complexes, témoignant d'une spiritualité et d'un art narratif incroyablement riche. Les Celtes n'écrivaient peut-être pas leur histoire sur des parchemins, mais ils la gravèrent dans le métal avec une finesse et une expressivité qui continuent de nous émerveiller. Parlons maintenant de la structure sociale de ces peuples. On imagine souvent une société patriarcale et guerrière. C'est en partie vrai, mais les découvertes récentes nuancent fortement ce tableau. Grâce aux analyses ADN, un nouveau chapitre de l'histoire celte s'écrit. Et il est largement féminin. Une étude publiée tout récemment, en 2025, menée sur des tombes de l'âge du fer en Angleterre, a révélé quelque chose de stupéfiant. Dans plusieurs tombes de chefs, où l'on trouvait des armes, des chars et des objets de prestige, l'ADN retrouvé n'était pas masculin, mais féminin. Ces femmes n'étaient pas simplement les épouses d'eux, elles étaient les leaders.
Des reines guerrières, des chefs de clan, enterrés avec les mêmes honneurs que leurs homologues masculins. On connaissait déjà l'exemple de la reine Boadicée, qui a mené une révolte massive contre les Romains en Bretagne. Mais ces découvertes montrent que ce n'était pas une exception. La femme celte pouvait posséder des biens, diriger des armées et jouer un rôle politique et religieux de premier plan. Loin d'être confinées à la sphère domestique, elles étaient des actrices centrales de leur société. Cette vision est corroborée par les textes irlandais plus tardifs, qui décrivent des lois permettant aux femmes de divorcer, d'hériter et de conserver leurs biens propres. Une vision bien plus égalitaire que celle de leurs voisins grecs ou romains. Enfin, abordons la figure la plus mystérieuse et la plus fantasmée de la culture celte, le druide. Popularisés comme des magiciens à longue barbe blanche coupant du gui, les druides étaient bien plus que ça. Ils formaient l'élite intellectuelle de la société celte. Ils étaient à la fois prêtres, juges, médecins, astronomes, philosophes et conseillers politiques. Leur savoir se transmettait oralement sur des décennies d'apprentissage, ce qui explique le peu de traces écrites que nous avons d'eux. Cependant, les auteurs antiques, même leurs ennemis, parlent d'eux avec un mélange de crainte et de respect. César décrit leur rôle central dans le règlement des conflits, privés comme publics. Un des exemples les plus frappants est celui de Divitiacos. Ce n'est pas un personnage de légende, mais un druide du peuple des Éduans. Un personnage historique bien réel. Divitiacos était un diplomate de haut vol. Face à la menace des migrations germaniques, il n'a pas hésité à entreprendre le long et périlleux voyage jusqu'à Rome pour s'adresser directement au Sénat romain. Il a prononcé un discours cherchant à forger une alliance et à négocier la paix. Imaginez la scène. Un druide gaulois représentant d'un peuple dit barbare, débattant de géopolitique au cœur même du pouvoir romain. Cela nous montre une société celte parfaitement consciente des enjeux internationaux, capable d'une diplomatie complexe et loin, très loin de l'image d'isolement qu'on lui prête souvent. Les druides n'étaient pas des sorciers reclus, mais des hommes d'État, des savants dont la sagesse guidait leur peuple. Alors, qui étaient vraiment les Celtes? Des bâtisseurs de cités planifiées avec l'eau courante, des ingénieurs qui ont révolutionné le travail du métal et l'agriculture. Une société où les femmes pouvaient atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. Un peuple guidé par une élite intellectuelle versée dans la diplomatie, la justice et la philosophie. La caricature du barbare s'effondre face à ces faits. Pourquoi cette image a-t-elle perduré? Principalement parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Pour les Romains, et pour César en particulier, il était essentiel de dépeindre les Gaulois comme des sauvages pour justifier une conquête brutale et coûteuse. En se présentant comme le civilisateur, César légitimait sa propre ambition politique. Mais aujourd'hui, grâce à la science, la Terre elle-même nous parle et nous livre les secrets de cette civilisation oubliée. Les Celtes n'étaient pas des barbares. Ils étaient simplement différents. Leur monde était un monde de l'oralité, de la forêt, du métal et de la lumière. Une civilisation brillante dont l'héritage, bien que discret, continue d'influencer notre culture, nos paysages et même notre langue. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu et a changé votre regard sur les Celtes. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et pour ne pas manquer nos prochains épisodes où nous explorerons d'autres facettes cachées de l'histoire, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Dites-moi en commentaire quel cliché sur les Celtes vous a le plus surpris. À très bientôt pour une nouvelle aventure